Alors, on s'en serait voulu énormément de ne pas faire appel aux experts des experts, c'est-à-dire ceux qui vivent l'école au quotidien. J'inviterai Véronique Poulain, qui est avec nous ici, qui est une élève de 5e secondaire de l'école Saint-Maxime, alors à venir prendre la parole et à nous montrer ce que les élèves de 5e secondaire avaient à dire sur les écoles à travers un petit vidéo, à venir nous présenter le petit vidéo. Véronique, si tu veux venir me rejoindre. Bonjour, je suis heureuse de vous présenter les nouvelles de la CSDL aujourd'hui, dans lesquelles vous découvrirez la vision de plusieurs élèves sur leur école de rêve. Mais attention, puisque ceci s'agit d'un survol de tout ce qui se bouillonne dans nos têtes, puisque nous en avons encore beaucoup à dire sur l'école lavalloise de demain. C'est dans cet esprit que d'autres élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle ainsi que l'éducation des adultes seront invités eux aussi à pouvoir donner leur opinion sur le même sujet lors des prochaines consultations qui auront lieu et qui leur sont réservées. Donc, merci et bon visionnement. Bonjour et bienvenue à l'émission Les nouvelles de la CSDL. Aujourd'hui, nous vous présenterons des témoignages d'élèves qui vous parleront de leur école de rêve. Allons maintenant rejoindre ma collègue Emma, qui est actuellement à l'école primaire de Saint-Paul à Laval, où elle a rencontré plusieurs élèves à ce sujet. En effet, Véronique, j'ai recueilli plusieurs témoignages qui nous démontrent une grande ouverture d'esprit des élèves et des idées originales à prendre en considération. Jugez-le par vous-même. Comment serait votre école de rêve? C'est qu'on utilise des panneaux solaires, comme ça, on n'a pas besoin de payer l'électricité. Avec l'argent qu'on paye l'électricité, on pourrait faire des sorties pour les élèves. Envie d'avoir une plus grande récréation de dîner. J'ai envie d'avoir un plus grand pupitre et une plus grande glace. Du gazon, beaucoup de gazon. J'aimerais avoir plus de la nature et pas de la neige. On pourrait aussi avoir un plus grand gymnase puisqu'on est beaucoup. Il y aura plus de matériel sportif et on aura plus une liberté dans le sport. Pour les profs, à la place d'un tableau normal, on pourrait avoir un tableau virtuel. Des fois, on n'est pas obligé d'avoir des bureaux. Que toute l'école serait un ordinateur. À la bibliothèque, il y aurait certaines places où il y aurait des ordinateurs. Plus d'accès à tout ce qui est informatique. Ça serait bien d'avoir une plus grande bibliothèque, donc plus de livres, mais que les livres soient des demandes des élèves. Dans les examens, pour les profs, on aura des drones avec des caméras pour voir ceux qui trichent. Je veux faire de l'éducation physique. Moi aussi, j'aime faire de l'éducation physique. En musique, tu peux choisir l'instrument que tu veux, puis comme il y a des professeurs robots qui viennent pour t'apprendre. Ce serait amusant si on a chacun son réfrigérateur, un petit réfrigérateur. Qu'on ait beaucoup de cours d'éducation physique. Chaque école de Laval, de la commission scolaire de Laval, a un conseil d'élèves où est-ce que les élèves peuvent organiser les activités et aider la directrice. Voilà ce qui m'a fait un reportage. Espérant que ces idées puissent fleurir dans les projets à venir. Ici Emma, en direct de l'école Saint-Paul, Laval. À vous en studio. Merci beaucoup, Emma. Ces témoignages amènent une réflexion très importante. Allons maintenant rejoindre Yakovakis de l'école Saint-Maxime afin de recueillir des commentaires des élèves du secondaire. De mon côté, les élèves ont été très inspirés par le sujet. Je vous laisse le découvrir par ces témoignages. Mon école de rêve serait d'avoir plus de local de détente. Selon moi, une école de rêve, ce serait une école que tu pourrais choisir les matières qui t'intéressent, qui donneraient une influence à la profession que tu voudrais faire dans le futur. Alors pour moi, une école de rêve, c'est une école qui est plus concentrée sur le sport, où l'activité physique est primordiale, comme toute l'école est en mouvement. Pour une école de rêve, ça serait une école où on ait des cours plus amusants que les cours basiques, par exemple comme des cours de cuisine ou des cours de danse et de natation par exemple. Plus de technologie.
Une école avec technologie. Oui, beaucoup axée sur le sport. Selon moi, mon école de rêve, ça serait une école où on pourrait avoir plus de budget, dans le fond monétaire, pour les activités un peu plus culturelles de l'école. Donc, ce serait ça une école de rêve. De toute évidence, ces témoignages sont stimulants, motivants et encourageants pour la suite des choses. Ici Yakovakis pour l'émission Les Nouvelles de la CSDL Laval. Merci Yakovakis. C'est ce qui met fin à notre émission spéciale. Nous vous disons merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Ici Véronique pour l'émission Les Nouvelles de la CSDL. Je vais prendre quelques questions à la fois, c'est-à-dire 3 questions à la fois. Et ensuite, on va se retourner vers nos panélistes qui pourront répondre s'ils sont interpellés directement ou ajouter des compléments en fonction des sujets qui les interpellent le plus. Alors, je ne sais pas s'il y a ici des gens qui brûlent d'envie de poser des questions. Peut-être pas. Ah oui, on a quelqu'un qui est prêt à briser la glace. Allez-y. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, attendez pas, présentez-vous au micro. On va faire ça, en fait, à quelques reprises. On va prendre 3 questions à la fois, à peu près. On va retourner. Alors, peut-être vous identifier aussi pour qu'on comprenne aussi de quel milieu vous venez, si vous venez du milieu de l'éducation ou non, puis posez votre question. Anciennement de l'éducation, Aline Dipp, conseillère municipale, en charge du dossier Municipalité Amis des enfants. En fait, c'est en rapport avec la première présentation. On parle de l'école de l'avenir et tout ce qui est rapport avec la technologie. Alors, que pensez-vous des journées web, des programmations à distance? Alors, c'est des projets pilotes qui se font dans des écoles ailleurs. Parfait, merci. On prend bonne note. Bonjour. À vous la parole. Donc, est-ce que ça marche? Oui. OK. Donc, moi, je m'appelle Roxane Borges da Silva. Pour faire court, je suis une maman engagée avec 3 enfants dans 3 écoles différentes dans la commission scolaire de Laval. Et en fait, moi, j'avais une question pour Madame Després. J'ai trouvé ça très intéressant, votre présentation sur les cours d'école et l'idée de ne pas investir 50 000 $ dans un module de jeu, mais plus dans l'organisation de la cour d'école pour mettre plus de verdure et éviter des îlots de chaleur. On a actuellement, dans la Val des Rapiers, d'une école qui s'en vient, qu'on va construire à la place d'un parc, sur la moitié d'un parc, disons, dans un milieu défavorisé, avec des blocs appartements autour. Et donc, votre idée d'éviter l'îlot de chaleur et de réorganiser la cour d'école, je serais intéressée de vous entendre là-dessus, sur comment faire pour éviter un îlot de chaleur avec une cour d'école, comme vous le proposiez, mais vous n'êtes pas allé très loin. Parfait, c'est bien noté, merci. Alors, on va aller vers vous, et puis ensuite, on se prépare à un autre ronde. Michel Trottier, citoyen engagé aussi, et ex-conseiller municipal. Écoutez, moi, j'ai lancé dernièrement à Laval, nous allons construire un nouveau musée, un biocentre, Armand Frappier, et on cherche des terrains, on l'a dit, ça coûte cher, on ne sait pas quoi faire, et on a des opportunités qu'on ne saisit pas, à mon avis. Donc, dans un musée, d'avoir 4 salles de classe, peut-être que ça peut être une façon de désengorger nos écoles et d'être innovant pour des projets stimulants pour nos jeunes. À titre d'exemple, il y a encore, et là les gens, je lance l'idée, il y aura un centre animalier qui va se construire à Laval au coût de 15 millions. Pourquoi ne pas intégrer à l'intérieur de ce centre-là des salles de classe où les élèves seraient en contact dans un projet particulier? On a eu la Place Belle où on aurait pu avoir des salles de classe pour avoir des sports-études avec les classes communautaires. Ça fait que mon idée derrière, c'est de sortir du schème connu depuis toujours, de construire une école, mais peut-être d'utiliser des projets pour loger nos élèves dans des milieux très stimulants. Et j'aimerais savoir, Mme Després, si ça existe ailleurs dans le monde. Où on est les premiers, puis on les saura. C'est correct, ça. Merci pour vos questions. Puis j'en profite pour vous dire que ce sont aussi des suggestions que vous pourriez amener lors des rencontres qu'on va organiser au courant du mois de mars pour recueillir les idées, les préoccupations des gens. Alors, c'est noté. Alors, je me retourne vers vous. La première question s'adressait à M. Larrivée, donc je vais vous laisser le privilège de répondre en premier sur la question de la technologie. Oui.
Alors, en fait, je ne suis pas certain d'avoir bien saisi l'aspect technologique, l'exemple, mais peu importe, comme je ne suis pas spécialiste des technologies, je n'oserais pas m'avancer pour dire que tel projet spécifique est bon ou pas bon. Mais dans le contexte de la collaboration avec les familles, avec la communauté, il faut se questionner, peu importe l'école, les technologies sont incontournables, mais lesquelles on veut ou on peut utiliser. Donc, il y a une question de matériel, il y a une question de formation, une question de mise à jour, il y a une question d'espace, où on les loge. Par exemple, il y a eu toute l'époque où on mettait en place des labos informatiques dans les écoles. Finalement, c'est devenu, dans certaines écoles, un grand local vide peu utilisé, alors que dans d'autres, on avait des appareils mobiles, etc. Alors, si on fait de la programmation, si on a un projet, peu importe quel type de projet en informatique, il va être pertinent si les gens sont formés, si ça répond à des objectifs. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de conditions. Mais sinon, évidemment... C'est la programmation à distance. C'est des journées d'école à distance avec les élèves, admettons, du secondaire. Alors, d'où l'objectif de favoriser l'autonomie des enfants et aussi respecter l'environnement. Alors, je dirais la même chose. Comme je ne suis pas spécialiste, je ne pourrais pas vous dire ce que la recherche dit sur le sujet, mais à partir du moment où, si ça s'appuie justement sur des données qui nous disent que ça peut être efficace, mais il faut se poser la question derrière ça, pourquoi? Pourquoi on veut faire ça? Est-ce que c'est seulement parce qu'on veut être à la mode? C'est parce qu'on a un intérêt, mais on peut tous avoir des intérêts très variés, mais il faut aller plus loin, s'appuyer sur des résultats de recherche qui vont nous dire à quoi ça peut servir. Parce que même dans les meilleures intentions possibles, parfois, on met beaucoup d'énergie et d'argent pour des choses qui servent ou qui ont peu d'impact. Alors c'est peut-être préférable à ce moment-là de faire autre chose, mais je ne dirais pas que je suis pour ou contre, mais il faut creuser et poser la question à un spécialiste des technologies, bien sûr. Mais c'est vrai que dans le bulletin de nouvelles de la CSDL, la question de la technologie revenait beaucoup. Les études de cas que vous avez faites, vous... à l'Institut, est-ce que ça vous a permis de documenter, ou en tout cas, est-ce que ça vous amène des éléments de réponse à la question, justement, du rôle de la technologie, les projets pilotes, etc.? Essentiellement, non. On ne s'est pas posé la question dans les études de cas. Je pense que ça rejoint un peu aussi les observations qu'on a faites, parce qu'une de nos spécialités, c'est le marché du travail, l'analyse du marché du travail, et l'espace de la technologie dans le marché du travail. Tout récemment, on a publié une étude sur l'automatisation qui prévoyait les changements technologiques dans le futur, puis le genre de talent que ça va prendre pour répondre à ces technologies-là. La première chose qu'on constate, c'est la flexibilité des modèles. C'est important. Il faut que l'étudiant ou l'élève actuellement puisse être souple dans son apprentissage pour pouvoir s'adapter. Donc, c'est plus loin qu'une question technologique. C'est plus une question de façon où les enfants vont pouvoir apprendre à être souples et aller chercher les talents pour pouvoir attraper les choses par après. L'information actuellement, aujourd'hui, c'est pas la barrière d'information, elle n'existe plus. Si vous n'avez pas fait votre calcul différentiel intégral au cégep, vous êtes à 3 clics d'aller voir un cours gratuitement aux États-Unis qui va vous donner à peu près les mêmes informations que vous obtiendrez si vous inscrivez au cégep. Donc, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est comment, toi, comme personne, tu es capable d'aller chercher cette information-là, puis de la digérer, puis de la mettre en application. C'est plus ça, cette question-là, plus que la technologie, je pense. OK, oui. Intéressant, merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous, Madame Després. On vous interpelle. Vous avez peut-être fait rêver avec vos 10 idées. Une école, un parc, est-ce qu'on peut réconcilier ça? Bien là, moi, il y avait la question de l'aménagement de la cour d'école. Oui. Je ne me souviens pas, madame, là, qui était là, hein, quelque part là. Donc, au niveau des cours d'école, il y a de l'asphalte, vous l'avez vu. Le défi le plus grand qu'on a, c'est de rendre la surface perméable. Donc, poussière de pierre, remplacer ça. Le gazon, le problème qu'on a, c'est que si les jeunes jouent dans du gazon mouillé au printemps, le gazon va disparaître dans quelques temps. Ce qu'on se faisait dire par des directeurs, c'est ben non, on ne peut pas mettre de la poussière de pierre parce que ça amène le gravier dans les corridors. Vous venez encore aux vestiaires qui s'en vont à côté des classes. Alors, je pense qu'il y a moyen de travailler ça. Les arbres. Je pense qu'au niveau des arbres, présentement, même dans les écoles neuves, on plante des arbres le long du trottoir plutôt que les mettre le long des salles de classe. Le feuillage est le meilleur par soleil qu'on ne peut pas imaginer. Hein? L'hiver, la lumière va passer. L'été, on bloque les rayons très chauds. Donc, verdir
les cours d'école, ça devrait être quelque chose qu'on... je pense que je vous ai perdu, qu'on fait assez... Il y a des parents qui s'opposent aux arbres parce qu'ils ont peur que les enfants se frappent sur les arbres. Donc, je pense... Puis là, on s'entend que c'est une exception, mais les écoles nous disent qu'on a peur des poursuites. Là, je pense que vous m'entendez plus. Donc, les écoles ont peur des poursuites. Et là, nous, on veut travailler avec les parents. Ce n'est pas vrai que les parents, en général, ont peur que les enfants se frappent sur les arbres. C'est quelques parents. Donc, c'est quoi le niveau de risque qu'on veut permettre à l'enfant dans la cour d'école? On a fait de l'observation à moins 25 de cours d'école pendant la récré. Il faut voir les petits prêts à sortir. Là. Ils ont vraiment vu la chaudière, la pelle. Ils ont hâte de sortir. Ils n'ont pas froid. Ils bougent tellement pendant une récréation très courte. On ne peut pas faire de la sculpture de neige pour des glissades, encore une fois, parce qu'on a peur de se faire poursuivre par les parents. Fait qu'il y a une réflexion à faire sur l'élément de jeu dans la cour, puis la rendre plus confortable, plus agréable. Ce n'est pas que des terrains de basket qu'il faut mettre, ou parce que la littérature est claire, les petites filles n'aiment pas faire la même chose que les petits gars en bas âge. Peut-être c'est prendre une marche avec son ami, peut-être qu'on met des petits pieds autour de la cour. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais il faut travailler avec des aspects sécurité, des aspects entretien, puis la collaboration des parents aussi. Là. Et qu'en est-il? Connaissez-vous, puis là, j'ouvre la question peut-être à tout le monde, même si elle vous était adressée plus directement, connaissez-vous des exemples d'institutions qui aménagent des salles de classe comme des élèves en résidence? Est-ce que c'est un peu ça l'idée que vous vouliez transmettre? Des écoles satellites dans un musée, un centre hospitalier, voire dans un méga aréna où s'entraînent des hockeyeurs professionnels? Je regardais le musée des Beaux-Arts à Québec, là, qui a une salle maintenant qui invite les classes. Je pense que les musées, le musée de la civilisation, a des classes qui ils reçoivent les élèves, mais c'est le musée qui prend en charge. C'est pas l'enseignant qui vient, part de son école et va dans le musée. C'est pas impossible. Question de logistique, de voyageage, le transport scolaire, là, on n'abordera pas ça après-midi, mais c'est une grosse affaire. Je me fais toujours dire, touche pas à ça. Mais c'est compliqué, donc le transport des élèves aussi pour les amener en quelques classes satellites. Est-ce qu'il y aurait des journées occasionnelles? Je pense que si c'est grand... Donc, il y a une classe en permanence ou quelques classes en permanence. Mais il faut amener l'orthopédagogue, il faut amener le service de garde, il faut amener les surveillants. Vous voyez un petit peu. Non, en tout cas, c'est une idée. Puis je vois Mme Odette qui veut aussi réagir. Bien, je sais qu'il y a je participe à un projet de recherche sous la direction de Cécile Rousseau. Et on met en lien, en fait, pour favoriser les liens intergénérationnels et intercommunautaires. Il y a des locaux qui sont spécialisés au Musée des Beaux-Arts, dans les nouveaux pavillons de la paix. C'est normal? Est-ce qu'on a un micro? Oui, mais c'est parce que sinon, il m'agresse. Mais on attend. Mais en tout cas, où les enfants peuvent venir. Mais l'objectif de ça, ça dépend toujours. Ça dépend toujours c'est quoi l'objectif ultime. Mais entre autres, avec les familles immigrantes, l'objectif, c'est d'amener les familles au musée. Donc, ça peut s'inscrire. Je ne dis pas que les classes sont toujours là, mais c'est des activités qui se font avec des classes d'accueil, notamment, et leurs parents. Mais je sais qu'il y a beaucoup de... Il y a des éducateurs au musée qui prennent en charge des classes, mais ça ne va pas avec l'école. Parfait, merci. C'est vraiment triste et j'ai le rôle très disgracieux de vous dire que le temps file. Il y a 4 personnes debout, alors je vais vous écouter, vous 4, et ce sera déjà, finalement, vous êtes les derniers à pouvoir poser des questions. Peut-être qu'informellement, par contre, à la fin de l'événement, pour nos invités, si certains d'entre eux peuvent rester, vous allez pouvoir. Alors, on y va, vous, comme ça, on va alterner. Donc, rapidement, vos questions, s'il vous plaît. Bonjour, Imad Hallak. Résident impliqué dans l'intérêt de l'éducation. J'ai 2 filles au primaire. Alors, mon point, c'est nous avons le feedback, nous avons la mise à jour que nous recevons de l'école à la rencontre de parents. Il y a le bulletin
Alors il y a 2 fois, juste 3 fois pour interacter avec le professeur de mes enfants. Alors ce que suggère d'utiliser les technologies, mais d'un autre point de vue, c'est d'abord d'avoir des niveaux d'implication pour les parents. Par exemple, les parents peuvent signer, et quelques-uns ils peuvent s'engager avec le feedback plus souvent. Alors chaque jour, peut-être, ils peuvent avoir un feedback. Mais d'autres, ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas intéresser. C'est comme ça on peut distinguer ceux ou donner, offrir pour ceux qui veulent intégrer avec le système et laisser l'autre sans ennuyer les autres avec des papiers ou des emails qu'ils ne veulent pas. Deuxièmement, le système que nous voulons, qu'il soit en version électronique dans le website du commission scolaire de Laval, où on peut savoir, par exemple, le professeur, pendant que l'enfant fait l'activité, ils peuvent juste mettre quelque chose, des marques. Au lieu de mettre des marques, il peut donner une grade, par exemple, bien, mauvais, etc. Et c'est comme ça le parent a la possibilité de savoir, dans cet exercice, il y a un défi avec son enfant. Et c'est comme ça ils peuvent, par exemple, quelques enfants avec des difficultés, s'intégrer travailler en groupe ou peut-être dans un défi qui est différent de l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut savoir que traiter les choses d'après l'exercice, la nature de l'exercice, et pas entendre jusqu'à le tiers de l'année scolaire pour savoir un feedback et traiter. Bien sûr. Donc, je comprends que vous souhaitez en fait qu'on améliore les communications entre parents et enseignants et que éventuellement ça va peut-être accroître même cette capacité d'interagir tout le monde ensemble pour faire de la réussite de vos filles ou en tout cas la réussite éducative des élèves un projet encore plus porteur. Mais le background, c'est d'entrer les curriculums électronique dans le website et avoir aussi différents niveaux des parents à l'engagement et avoir aussi l'accès aux professeurs de donner des notes d'après chaque exercice. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis, lorsqu'on va faire les rencontres publiques pour les citoyens ou pour les parents, ce sera peut-être aussi une occasion de ramener ces idées. Merci beaucoup. De votre côté? Bonjour, Maxime Mongeon. Je travaille, moi, à la commission scolaire, au service éducatif, et ma question s'adresse à Mme Després. Vous avez, dans une de vos diapositives, présenté un fichier Excel là, en disant pour rénover nos écoles, on devrait s'appuyer sur les normes de construction des nouvelles écoles. Si je vous ai bien saisi, je vois qu'il y a des nuances. Moi, je me posais la question, comment dans les milieux que vous avez accompagnés, vous avez su créer un espace de créativité quand on a un fichier de financement du ministère qui nous dit bon, bien, voici, vous avez 37 lignes. La ligne 14, c'est tel montant pour telle chose, et ainsi de suite. Ces paramètres de distribution-là, parfois, nous attachent. Dans ce que j'en comprends, parce que moi, je suis à la pédagogie. Mais comment vous avez su créer de la souplesse à l'intérieur de ça pour se retrouver avec des projets qui sont différents d'un milieu à un autre et qui répondent à des besoins différents dans un quartier ou dans une ville différente l'une de l'autre? Donc, comment ne pas tuer la créativité malgré un cadre normatif très rigide, peut-être? Je vais quand même juste prendre les dernières questions, puis ensuite, on va revenir vers vous pour conclure. Allez-y. Alors, bonjour, je suis Frédéric Gagnon. Je suis l'employé de Maxime. On s'est parlé avant. Dans le fond, ce qui m'intéresse, Mme Després, vous avez fait allusion à un moment donné au contexte des anciennes paroisses. Pour moi, monsieur, à l'arrivée, vous avez parlé aussi de communauté. Une communauté, ça peut être d'intérêt, ça peut être d'identité. Mais ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la communauté territoriale, c'est-à-dire le quartier, l'espace de quartier, l'espace où on s'organise en proximité. Et dans un contexte où de plus en plus les institutions publiques, dont les écoles, sont soumises à le nouveau management public, donc une espèce de performance ou un certain autoritarisme de logique comptable, versus où on dit qu'il faut ouvrir, il faut innover, il faut faire davantage. Dans ce contexte-là, où il y a une complexité dans l'organisation, je me mets dans une peau d'une direction d'école, j'en suis pas une, mais je me mets à sa place, où on a une sursollicitation. Comment on demande à l'école de s'intégrer à la communauté, mais comment l'école ou la communauté peut s'intégrer dans l'école dans cette complexité-là? Avez-vous des pistes de solutions pour être capable de composer avec cette complexité organisationnelle? Voilà.
Merci. Et dernière question. Bonjour, Daniel McCree, je suis enseignant à l'École d'éducation internationale. Je pense que je m'adresserai plus à Mme Audette. En fait, vous parliez de réussite éducative. Dans le fond, puis j'étais très touché par les témoignages des enfants. Ce qu'ils nous disaient tantôt, ça pouvait être un peu drôle, mais il y avait beaucoup de messages quelque part là-dedans. La préoccupation que j'ai, puis que j'ai deux de mes grands gars ici qui sont au Conseil des élèves et qui on se parlait récemment, de ce que les parents d'enfants immigrants veulent pour la réussite de leurs enfants. Et à l'international, les enfants subissent énormément de pression pour la réussite éducative. Et c'est une réussite éducative, comme vous avez dit tantôt, en entrée de peut-être un peu trop. De quelle réussite on parle? Je pense que les enfants reçoivent énormément de pression. Je me demande, est-ce qu'il y a un forum, est-ce qu'il y a une discussion, est-ce qu'il y a une réflexion de fond sur ce qu'on veut comme réussite éducative des enfants? Est-ce qu'on veut les écouter quand ils disent « on veut plus d'espace, on veut des espaces verts, on veut de l'éducation physique, on veut de la musique, on veut de la culture ». Est-ce qu'on écoute ça ou est-ce qu'on les bourre de maths, de sciences? Et la réussite éducative, c'est celle que les parents d'immigrants veulent et qui est parfois peut-être loin de ce que les enfants ont vraiment besoin. Fait que de quel projet éducatif et de quelle réussite on parle? Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Et cette pression-là, elle est énorme. Et ça nous préoccupe beaucoup, je pense. La question est lancée. On va tout de suite demander à Geneviève de réagir à ça si tu as quelque chose à dire. Pour me préparer. Non, mais en fait, ce que je pourrais dire, c'est que, disons, quand les résultats que j'ai présentés, ça vient d'une méta-analyse qu'on a fait, une équipe de recherche sur, en fait, tous les travaux, les 62 recherches qui ont été faites au Québec sur les élèves issus de l'immigration dans les 10 dernières années. Ce qu'on voit, c'est que, dans le fond, on sait ça en général, il y a différentes façons d'avoir ce qu'on appelle le rapport au savoir. Il y a beaucoup d'élèves et de familles qui peuvent instrumentaliser le savoir. Donc, certains vont nous dire, des jeunes, « Moi, je vais à l'école parce que je veux un bon CV. » Moi, j'ai entendu ça en 4e année du primaire. Quelqu'un, je lui demande, « Ah, mais toi, tu sais, mes parents, ils veulent que je réussisse. Mais toi, c'est quoi pour toi réussir, avoir un bon CV? » Je ne pensais pas, moi, mes enfants sont plus vieux que ça, puis ils ne savent pas c'est quoi un CV. Donc, ça dépend. Je pense que la réussite éducative qu'on veut, en tout cas que nous, on cherche à documenter, je dirais, en tant que chercheurs, c'est autant, oui, une diplomation, quelle qu'elle soit, parce que le diplôme de secondaire 5, c'est une chose, mais il y a d'autres chemins. C'est peut-être que là, on a quelque chose à faire sur comment présenter le système scolaire québécois, notamment aux parents immigrants, parce qu'il y a une sous-représentation des élèves immigrants en formation professionnelle. En FGA, ça commence de plus en plus. On a des projets pilotes à Marguerite-Bourgeois, justement, pour aider les élèves qui arrivent, parce qu'on en a, des élèves qui arrivent 15, 16, 17 ans, qui ne parlent pas français, ils ne diplômeront pas à l'école secondaire. Ils vont en diplômer à formation générale des adultes. Comment on peut aider cette transition-là? Comment on peut les amener à ne pas avoir peur de l'éducation des adultes? La pression de la part des parents, c'est documenté dans certaines recherches pour certaines communautés, notamment les élèves d'origine chinoise, c'est très, très difficile à vivre. Très difficile à vivre. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est l'idée peut-être d'amener les parents à parler à réfléchir à la réussite éducative, justement, parce qu'on ne parle pas de réussite scolaire. Pour la réussite scolaire, les élèves d'origine chinoise surperforment 97 % de diplomation. Donc, sont au-dessus de toutes les moyennes. Mais après, quand on leur demande comment tu as aimé ton expérience scolaire, bien, il y en a beaucoup qui recommandent même pas l'école où ils sont allés à leurs amis. Est-ce que les espaces de médiation dans la communauté auxquels vous faisiez référence dans votre présentation, ça peut contribuer justement à atténuer ça? C'est dans le fond, on voit que certaines communautés sont beaucoup plus organisées en termes de soutien à la réussite scolaire. Certaines sont ils sont organisés là-dessus, mais certaines sont focusées seulement sur la réussite, dont la communauté chinoise. À Montréal, c'est assez... Il paraît, moi je ne l'ai pas lu, mais dans les thèses qui ont été faites sur ce sujet, il y aurait des blogs où les examens d'entrée dans toutes les plus grandes écoles secondaires sont traduits pour se pratiquer à faire les examens et tout. Donc, il y a une grosse pression,
Mais dans d'autres communautés qui sont moins organisées, disons, autour de la réussite scolaire, on pense au Sud asiatique, on pense aussi pendant longtemps, les groupes haïtiens ont été beaucoup tournés vers le pays d'origine, pas sur la réussite de leurs élèves qui sont ici puis qui ont à réussir dans l'école. Je pense qu'il y a un dialogue à instaurer avec les parents, mais par le biais des organismes communautaires, peut-être justement pour tempérer ce dialogue-là, parce que les enseignants veulent aussi la réussite. Il faut trouver une façon de s'entendre. Merci beaucoup. Je vais vous demander, en fait, pour les autres, de peut-être répondre aux éléments de questions qui vous interpellent le plus en quelques secondes, et ce sera aussi votre mot de la fin. C'est pas une mince tâche que je vous confie. Monsieur Côté. Je voulais juste revenir à la première question, parce qu'on interpellait sur la rétroaction qui est disponible par la technologie. Je reçois sur mon téléphone cellulaire la rétroaction de mon plus jeune qui est à la garderie tous les jours. Donc, il est à la garderie il y a 4 ans. Je reçois ce qu'il a mangé, comment il s'est comporté. Donc, les applications existent. C'est simplement les prendre puis les rendre fonctionnelles. OK. Monsieur Larrivée, la question de l'intégration école-communauté, je m'imagine que elle vous interpelle particulièrement. Oui, mais juste un petit mot sur la communication. La communication, c'est la base de la relation de collaboration entre la famille, l'école, la communauté. Et que ce soit par les technologies, que ce soit par un format papier, que ce soit en personne, il faut soigner les communications. Si on ne communique avec les parents qu'au moment où il y a le bulletin, où il y a la rencontre de parents officiels, etc., on manque quelque chose. En même temps, il faut être réaliste. Les enseignants ne peuvent peut-être pas, en tout cas dans un contexte de garderie, où c'est peut-être plus possible, dans un contexte primaire, secondaire, communiquer tous les jours, peut-être que ce n'est pas possible. Et ça dépend des besoins aussi. Mais c'est clair qu'il faut améliorer la communication, peu importe la forme prise. Il faut que la communication soit efficace. L'outil, c'est un moyen. Les technologies, c'est un moyen. Mais si le moyen n'est pas efficace dans mon contexte, il faut que je trouve un autre moyen. Pour la communauté, en fait, c'est un défi, la communauté, parce que c'est un grand nombre de personnes. Il faut tout simplement se poser la question, mais qui, dans mon contexte d'école, si je suis directeur ou enseignant, qui pourrait contribuer à la réussite scolaire, le développement des enfants, la réussite éducative? Quels sont les acteurs? Alors, dans un contexte de pluriethnicité, ce ne sont peut-être pas les mêmes acteurs que dans un autre contexte. Dans un quartier, dans un plus grand quartier, milieu rural, urbain, il faut se poser la question, qui sont nos interlocuteurs naturels? Et il faut les greffer à notre projet éducatif qu'on a déjà. Il ne faut pas juste ajouter, il faut que ça s'intègre. Sinon, si on ne fait qu'ajouter, on n'y arrive pas. Merci infiniment. Madame Després. Pour répondre à monsieur rapidement, parce que je vais devoir faire des choix difficiles, il va falloir qu'il y ait un mouvement de solidarité intergénérationnelle dans les vieilles banlieues où sont les écoles. Il est clair que les propriétaires de bungalows, il y a une certitude statistique, c'est qu'on meurt un jour, là. Hein? On s'entend, même si on veut vivre longtemps, puis on veut garder nos personnes âgées le plus longtemps possible dans des maisons sur un étage, là, ça c'est parfait. Mais quelque part, la possibilité de vendre une portion de son terrain pour ajouter une petite maison verte à côté de son bungalow, un jeune ménage qui arrive là, qui va vouloir s'installer parce qu'il y a déjà une école, parce que les infrastructures sont là. Donc ça, c'est le genre de... Moi, je lance l'appel aux municipalités, là. On développe les villes, mais on oublie qu'il y a tous les baby boomers et leurs parents qui vont quitter ces quartiers-là. Il va falloir remplacer ces ménages-là. Et la croissance de la population au Québec n'est pas phénoménale. Il peut nous arriver des immigrations à cause de catastrophes écologiques ou de guerres, mais ça, c'est des incertitudes. Mais il faut faire attention pour ne pas développer des infrastructures qui ne serviront pas une deuxième génération d'enfants ou de... Vous avez mis le doigt sur le problème important. C'est le mandat qu'on a pour les 5 prochaines années de développer un vrai programme fonctionnel et technique. Un fichier Excel, ce n'est pas un programme fonctionnel et technique. D'ailleurs, je n'aime pas le mot fonctionnel et technique. Moi, je parle de programmation des besoins humains, c'est ça. Et ces normes-là ne sont pas coulées dans le béton. Elles ont été établies comment? Elles viennent d'où? On me dit que pour les écoles secondaires, ça date de 89, ça n'a pas été mis à jour. J'ai enseigné 10 ans l'aménagement des hôpitaux, un bloc opératoire, une unité psychiatrique. On a développé des guides qui tenaient sur une 50aine de pages avec des enjeux, des visions, des indicateurs de performance, des objectifs et des métrages à la fin. Mais ce n'est pas que les métrages, c'est toute une vision pour amener à dire on devrait ajouter tant d'espace à tel endroit pour servir la socialisation chez les jeunes, pour servir le modèle entrepreneurial dans les écoles. Donc, c'est la clé, mais toute la consultation qu'on va faire avec les gens
Et la littérature scientifique qu'on va aller lire, c'est pour remettre en question ces normes-là et en faire un qui s'adresse à la rénovation et non pas aux écoles neuves. Donc, vous avez mis le doigt sur un bouton important. Bon, ben merci, merci infiniment d'avoir voulu vous acquitter de cette tâche qui n'est pas mince de répondre en quelques instants à des questions. Merci de votre collaboration. Avant de céder la parole à mes collègues pour le mot de la fin, Monsieur Larrivée, Madame Audette, Monsieur Côté, Madame Després, merci beaucoup. On les applaudit. Alors, merci beaucoup. On a bien fait. J'étais avec Rénal puis Céline au mois d'août pour rencontrer Julie Caron-Malenfant. On a bien fait de travailler avec vous. Je suis vraiment contente. C'est vraiment stimulant, cette rencontre d'aujourd'hui. Je veux rajouter aux 4 rencontres citoyennes pour aider les familles à y participer. Il y aura un service de garde gratuit. Alors, j'invite les gens à donner cette information-là à vos milieux. Il faut s'inscrire, absolument. On ira voir pour les autres, hein, les élèves, le personnel, les cadres, on ira voir tous nos gens, nos parents, du comité de parents puis du comité consultatif au service aux élèves handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Et inscrivez-vous. Merci encore. La parole est à vous. On a hâte de vous entendre. Voilà. Bon retour.